Genève, le 18 octobre 2024. À minuit 3, les dirigeants mondiaux se sont réunis sous des lumières vives, une musique calme et une tension silencieuse. Le monde était fatigué des conflits, de la faim et des inégalités croissantes. Ce sommet était censé être un autre spectacle télévisé de poignées de main et de demi-promesses. Mais quelque chose d'inhabituel s'est produit. Barack Obama, désormais un homme d'État respecté, est entré avec une confiance tranquille. Il était calme, composé et devait prendre la parole plus tard. Les caméras se sont tournées vers lui, les journalistes se sont penchés en avant. Puis, depuis la section gauche de la salle, un nom a été chuchoté parmi les sièges des délégués, c'est Ibrahim. Ibrahim Traoré, le dirigeant du Burkina Faso, est entré non pas avec un geste grandiose, mais avec quelque chose de plus profond, une présence. Il ne portait pas un costume sur mesure, mais son uniforme militaire, propre et modeste, sans épingle en or ni diamant, juste de la sincérité. Certains diplomates ont roulé des yeux. Qu'avait un homme d'un petit pays africain à offrir? A chuchoté quelqu'un au fond. Mais Traoré n'a pas bronché. Il a pris place silencieusement, les mains jointes, les yeux fixés sur la scène. Personne n'aurait pu imaginer qu'en seulement 1 heure, il ferait taire toute la salle et réduirait Barack Obama aux larmes. Son nom ne figurait pas sur la liste officielle des orateurs. Le sommet était axé sur l'unité mondiale et la reprise post-pandémie. Les discours étaient préparés. Mais un moment de calme a tout changé. Pendant une pause, une jeune déléguée du Niger s'est levée, la voix tremblante. « Je sais que ce n'est pas conforme au protocole, mais le capitaine Traoré peut-il dire quelques mots ?» La salle a réagi avec malaise, les regards se sont croisés. Un organisateur a chuchoté dans un casque. Obama, assis calmement, a hoché la tête. « Une fois, je crois que nous devrions l'écouter, » a-t-il dit. Des murmures ont parcouru la salle, quelques applaudissements ont retenti, la plupart ont regardé en silence. Traoré s'est avancé, sans note, sans prompteur. Alors qu'il se tenait derrière le pupitre, les caméras ont zoomé, les journalistes se préparaient à ne pas prêter attention, s'attendant à une autre déclaration vague. Puis il a commencé, « Je ne suis pas ici pour parler de politique. Je suis ici pour parler de la douleur et de la promesse qui en est. » La salle s'est tue. Sa voix était douce mais percutante, son accent clair et honnête. Il a regardé directement Obama, puis les caméras. Au cours de l'année passée, j'ai vu des garçons fouiller dans les poubelles pour trouver de la nourriture. J'ai vu des filles forcées de se marier à 13 ans pour survivre, non pas dans une zone de guerre, mais dans des villages oubliés par des hommes en costume. Silence. Même les traducteurs ont arrêté de taper. Ils ne parlaient pas de politique, ils parlaient de vérité. Obama s'est déplacé sur son siège. Traoré a continué. Vous parlez tous de reconstruire les économies, mais que disons-nous à une mère qui regarde son enfant mourir, non pas à cause de la guerre, non pas à cause de la maladie, mais parce qu'un projet d'aide de plusieurs milliards de dollars n'a jamais quitté la salle de réunion. Un souffle a retenti dans la vaste salle. Aucun enfant africain ne devrait grandir en croyant que sa vie vaut moins que celle d'un enfant à Paris ou à New York. Il a fait une pause, ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de retenue émotionnelle. « Je ne suis pas né pour diriger », a-t-il murmuré. « Je suis né dans une petite maison sans électricité. Mon père est mort en portant des briques pour des hommes qui n'ont jamais connu son nom. » Obama s'est penché en avant, ses yeux ne clignaient pas, sa mâchoire serrée. « Mais je me tiens ici », a dit Traoré, parce que même les oubliés peuvent se lever. Quelqu'un a reniflé dans la foule. Puis Traoré a regardé droit dans les yeux d'Obama. « Monsieur, vous avez déjà dit, nous sommes le changement que nous cherchons. » Mais le changement ne vient pas de Washington ou de Paris. Il vient quand le monde arrête de regarder l'Afrique comme une patiente et commence à l'écouter comme une prophétesse. Obama a fermé les yeux. Quelque chose en lui s'est brisé, et le monde entier l'a senti. La voix de Traoré est devenue plus basse, plus douce, mais d'une certaine manière, encore plus lourde. « J'avais un frère une fois, » a-t-il dit. Il s'appelait Khalifa. Chaque oreille dans la salle était attentive, chaque regard fixé sur lui. Nous n'étions que des enfants. Nous jouions avec de vieux pneus et courions après des chèvres. Nous ne rêvions pas d'avion ou d'ordinateur, juste de riz et peut-être de viande le dimanche. Il a souri faiblement, puis a avalé difficilement sa salive. Quand Khalifa avait 10 ans, il a marché 5 miles pour trouver du pain. Il n'est jamais revenu. Obama s'est penché en arrière, quelque chose dans sa poitrine s'est serré. Quelqu'un l'a poignardé pour un morceau de pain sec. C'est ce que fait la pauvreté. Elle ne vole pas seulement la nourriture, elle vole la dignité.
Elle apprend aux enfants à se battre, pas à vivre. La traductrice au fond avait arrêté de taper. Elle pleurait. Traoré a regardé autour de la salle. Je sais ce que les gens pensent quand ils regardent mon pays. Pauvre, violent, instable. Mais nous ne sommes pas des statistiques. Nous ne sommes pas votre projet. Nous sommes des personnes avec des noms, avec des tombes, avec des souvenirs. Il a fait une pause. Mon frère est mort pour du pain, mais je suis ici aujourd'hui pour nourrir une autre faim, une faim de justice. Et pourtant, Obama ne clignait toujours pas des yeux. Ses yeux étaient fixés. Quelque chose se déroulait, quelque chose pour lequel le monde n'était pas prêt. L'air semblait plus lourd. Certains délégués ont éteint leur téléphone, d'autres ont commencé à prendre des notes, non pas parce qu'ils devaient le faire, mais parce qu'ils voulaient se souvenir. Traoré n'avait pas élevé la voix une seule fois, mais ses mots résonnaient comme le tonnerre. Une femme de Norvège a chuchoté à son assistant « Pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de cet homme avant ?» À travers la salle, une diplomate sud-africaine a essuyé ses lunettes, ses doigts tremblants. Les journalistes ont arrêté de Twitter, les caméras ont zoomé, et Barack Obama, il n'avait pas bougé. Sa main gauche reposait sur sa bouche, ses yeux brillants, son âme ailleurs entièrement. Traoré a continué. Au Burkina Faso, nous ne demandons pas la pitié, nous demandons un partenariat. Quand vos entreprises prennent notre or, nous demandons pourquoi nos écoles ne peuvent pas avoir de livres. Quand vos accords sont signés à huis clos, nous demandons pourquoi nos hôpitaux ne peuvent-ils pas avoir d'électricité. Il a regardé sur le côté. Le grand écran derrière lui montrait des statistiques silencieuses. La faim dans le monde, la mortalité infantile, les taux d'analphabétisme. Mais Traoré ne les a pas désignés. Au lieu de cela, il a tapé sur sa poitrine. La vraie crise n'est pas là-bas, elle est ici, dans nos cœurs. Et pour la première fois, Barack Obama a lentement attrapé un mouchoir. Il n'écoutait pas seulement, il se brisait. C'était une larme, lente, mais elle a tout changé. Obama ne l'a pas essuyée tout de suite. Il a laissé tomber, comme si elle méritait ce poids. Toute la salle s'est figée. Les journalistes ont levé leurs caméras, mais personne n'a osé parler. Traoré a remarqué, mais n'a pas arrêté. Au lieu de cela, sa voix est devenue plus douce, comme s'il ne parlait qu'à Obama. Maintenant, monsieur, je sais que vous avez porté de nombreux fardeaux. Je sais que vous avez essayé de faire ce que vous pouviez, quand vous le pouviez. Mais je dois demander, pensez-vous que nous avons fait assez? Obama a exhalé lentement, profondément. Traoré est descendu du podium. Il n'a pas attendu les applaudissements. Il n'y en avait pas, non pas parce qu'il ne voulait pas applaudir, mais parce que personne ne pouvait bouger. Un silence plus épais que n'importe quel discours a rempli la salle. Puis Obama s'est levé, et la salle a inspiré d'un seul coup. Il s'est dirigé vers le micro, a placé ses deux mains sur le bord et a regardé droit vers Traoré. « Vous avez posé une question, a-t-il dit doucement, et je n'ai pas de réponse. » Il a fait une pause. « Mais je n'ai jamais entendu quelque chose comme ce que vous venez de dire. » Il s'est tourné vers la foule. « Mesdames et messieurs, je pense que nous devons nous asseoir et écouter cet homme, vraiment l'écouter. » Et c'est ainsi que le monde a commencé à changer. Traoré s'est assis lentement après les mots d'Obama, mais son esprit n'était plus dans cette salle. Il n'était pas à Genève. Il était de retour chez lui, à Dori, un petit village du Burkina Faso. Il se souvenait du jour où il avait trouvé le corps de Khalifa. Un voisin avait frappé à la porte avec des yeux pleins de chagrin. Sa mère avait laissé tomber la cuillère en bois dans sa main et avait crié avant même que les mots ne soient prononcés. « Ibrahim, avait dit le voisin, il est parti. » Il n'y avait pas eu d'ambulance, pas de justice, pas de costume funéraire, juste une chemise déchirée, de la terre rouge et une tombe silencieuse. Et Ibrahim, alors âgé de seulement 12 ans, se tenait là, tremblant, tenant une tasse d'eau, ne sachant pas comment pleurer. L'image de ce jour est revenue dans cette salle de sommet silencieuse. Une larme s'est formée à nouveau, mais cette fois, il ne l'a pas combattue. À côté de lui, la déléguée sud-africaine s'est penchée et a chuchoté. « Vous ne savez pas ce que vous venez de faire. Vous nous avez rappelé pourquoi nous sommes venus ici. » Traoré a hoché la tête sans parler. Il n'était pas là pour les applaudissements. Il était là pour Khalifa. Et quelque part, à travers les océans, des millions de téléspectateurs regardant ce sommet en direct pleuraient déjà. Et ils ne connaissaient même pas la vérité la plus douloureuse, pas encore. Le lendemain matin, la salle du sommet bourdonnait. Pendant la nuit, le discours d'Ibrahim Traoré était devenu viral. Les chaînes d'information du monde entier diffusaient en boucle le moment où Obama essuyait ses larmes.
L'extrait avait dépassé les 100 millions de vues en moins de 12 heures. Mais personne n'était prêt à ce que Traoré allait faire ensuite. Il est monté sur scène à nouveau, sans invitation, sans annonce. « Je veux partager quelque chose », a-t-il dit en tenant une petite clé USB. La salle s'est tue. Il l'a branchée. L'écran derrière lui a clignoté, puis une vidéo tremblotante est apparue. Elle avait été filmée avec un téléphone, la voix était étouffée par le vent. Elle montrait une école sans mur, sans toit, juste des bâtons. Des enfants sur des pierres et une femme enseignant les maths sur un tableau fait de carton. C'est l'école primaire de Ourossogui, a-t-il dit, l'une des 4000 écoles du Burkina Faso sans bâtiment propre, sans pupitre, sans toilette. Puis est venu le coup de théâtre. J'ai visité cette école le mois dernier. Un enfant a marché pieds nus pendant 3 heures pour y arriver. Elle m'a dit, « Capitaine, je veux devenir médecin pour empêcher les enfants de mourir comme mon frère. » Des soupirs ont rempli la salle. Obama s'est de nouveau couvert la bouche. La fille dans la vidéo, elle s'appelait Fatou, et elle allait bientôt tout changer. Après la fin de la vidéo, la salle était à nouveau silencieuse. Mais cette fois, ce n'était pas la peur, c'était le chagrin, la culpabilité, c'était l'éveil. Traoré a levé un morceau de papier. « Elle m'a donné ceci », a-t-il dit. Elle m'a demandé de le lire si je rencontrais jamais quelqu'un de suffisamment puissant pour aider. Il a déplié la lettre. « Cher grand dirigeant », a-t-il lu lentement, « je ne sais pas si vous me connaissez. Je m'appelle Fatou, j'ai 9 ans. Mon frère est mort dans mes bras l'année dernière parce que nous n'avons pas d'hôpital. J'ai essayé de le porter sur mon dos, mais il a arrêté de respirer. » Quelqu'un a sangloté dans l'audience. « Je ne veux pas de jouets », continuait la lettre. « Je veux des livres et des chaussures et une chaise pour ne pas m'asseoir sur des fourmis. » Traoré s'est arrêté, sa voix s'est brisée. Elle a terminé par ceci, « Si vous m'aidez, je serai médecin et j'aiderai quelqu'un d'autre, je le promets. » Il a plié la lettre lentement, puis il a dit la phrase la plus silencieuse de la salle. « Fatou regarde ce sommet en ce moment sur la télévision d'un voisin. » Et c'est ainsi que la salle s'est brisée, mais le monde ne faisait que commencer à écouter. Le sommet était déjà émotionnel, mais ce qui s'est passé ensuite était quelque chose que personne n'attendait. Barack Obama s'est levé. Il n'a pas attendu les applaudissements ou la reconnaissance. Il a simplement demandé « Puis-je parler ?» Le modérateur a hoché la tête lentement. Obama s'est dirigé vers le micro, son visage semblait différent, exposé, brut, pas comme l'orateur posé que le monde avait l'habitude de voir. Il a placé ses 2 mains sur le pupitre et a regardé directement Traoré. « Quand j'étais président, » a-t-il commencé, « j'ai vu la souffrance, mais je n'ai jamais pleuré en public, pas une seule fois. » Il a fait une pause. « Mais hier, j'ai pleuré parce que j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais jamais écouté assez profondément, pas les voix comme celle de Fatou, pas les dirigeants comme Ibrahim. » La salle était stupéfaite. Puis il a ajouté, « J'ai visité une école au Kenya sans toit, mais je suis parti. Je n'ai pas passé la nuit. Je ne me suis pas assis dans la poussière. Je n'ai pas tenu un enfant malade dans mes bras comme il a fait. » Obama s'est tourné vers Traoré et a dit quelque chose que personne n'attendait. « Vous m'avez rappelé qui je voulais être quand j'étais jeune. » Il est descendu de la scène et le monde a vu quelque chose de rare. Les personnes les plus puissantes de la salle étaient devenues silencieuses. Plus tard ce jour-là, Traoré a donné une dernière mise à jour. Ce n'était pas dans le programme officiel du sommet, mais le monde regardait maintenant, des millions de personnes depuis leur téléphone et télévision. Il a sorti une vieille photographie. « C'est ce que nous appelons un hôpital à Djibo », a-t-il dit. L'image a frappé comme un marteau. Un mur fissuré, un poteau à perfusion rouillé et 2 infirmières utilisant les flashs de leur téléphone portable pour accoucher un bébé. Il y avait une nuit, a dit Traoré doucement, où le générateur est tombé en panne. Un garçon nommé Salif avait besoin d'oxygène. L'infirmière est sortie en criant à l'aide. Personne n'est venu. Il a fait une pause. J'ai tenu la main de ce garçon. Je lui ai raconté une histoire même si je savais qu'il ne survivrait peut-être pas à l'heure. L'audience s'est figée. Salif est décédé à 2h17. Ses derniers mots étaient « Dis à ma mère que je n'ai pas pleuré ». La salle du sommet a éclaté en sanglots. Traoré n'a pas élevé la voix une seule fois, mais dans ce silence, dans cette vérité insupportable, il a forcé chaque dirigeant présent à ressentir ce que cela signifiait d'être oublié, d'être pauvre et de mourir sans que le monde ne le remarque, jusqu'à maintenant. Des heures après les dernières remarques de Traoré, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un message texte de Barack Obama. Il était court. Il disait
Nous devons faire quelque chose immédiatement. Appelez-moi. Traoré l'a regardé, puis a levé les yeux vers les caméras. Il n'a rien dit, mais ses yeux ont de nouveau brillé. En coulisses, quelque chose avait changé, silencieusement, puissamment. Ce soir-là, les réseaux sociaux ont explosé. Le hashtag Stand with Traoré est devenu tendance dans plus de 30 pays. Mais plus que cela, les gens ont commencé à faire quelque chose de réel. Un enseignant à New York a lancé une collecte de fonds pour construire un toit pour l'école de Fatu. Une infirmière au Brésil a posté une vidéo promettant de donner son salaire pour l'aide médicale au Burkina Faso. Un garçon de 11 ans à Tokyo a envoyé ses chaussures, nettoyées et cirées, à l'ambassade du Burkina Faso. Ce n'était plus seulement de l'émotion, c'était de l'action. Obama et Traoré sont retournés derrière des portes closes cette nuit-là. Pas de caméra, pas de presse, juste deux hommes, l'un de Chicago, l'autre de Ouagadougou, pleurant à nouveau. Et cette fois, ils planifiaient quelque chose qui allait ébranler le monde. Le lendemain matin, alors que le sommet reprenait, une enveloppe discrète a été remise à Traoré par un jeune bénévole. Elle était manuscrite. L'écriture était tremblante mais soignée. Il l'a ouverte lentement. À l'intérieur se trouvait une lettre de Fatu, la jeune fille dont la voix avait été lue lors de son premier discours. Elle écrivait « Cher oncle Ibrahim, je t'ai vu sur le téléphone de mon oncle. Tu as lu mes mots. Je n'aurais jamais cru que le monde m'écouterait. Quand j'ai entendu que tu disais mon nom, j'ai crié. Tout mon village a crié. » Elle avait dessiné un bonhomme bâton représentant Traoré à côté d'une fille souriante avec des livres. En bas, elle avait ajouté « Tu m'as fait croire que je peux aussi devenir présidente. Si je deviens présidente, je réparerai toutes nos chaises cassées et je donnerai à chaque fille ses propres chaussures. » Traoré a tenu la lettre à deux mains et, pour la première fois en public, sa voix s'est brisée. Même les traducteurs se sont arrêtés. Obama, regardant depuis le premier rang, a placé sa main sur son cœur. Ce n'était plus un discours, c'était un moment qui semblait plus grand que la politique, plus grand que le pouvoir. Plus tard dans la journée, un journaliste danois a publié des images inédites qui ont choqué le monde. Ce n'était pas du sommet, mais une vidéo cachée de 6 mois plus tôt, à l'intérieur d'une clinique du nord du Burkina Faso. Elle montrait Traoré sans sécurité, sans presse, bandant la jambe d'un enfant en pleurs. Pas de gants médicaux, pas d'équipe de tournage, juste lui, à genoux sur le sol poussiéreux, chuchotant pour calmer l'enfant. Le journaliste l'a légendé, voici l'homme que le monde a ignoré jusqu'à maintenant. En quelques heures, la vidéo a atteint 50 millions de vues. Des célébrités ont commencé à la partager. Médecins sans frontières a publié une déclaration publique. Nous n'avons jamais vu un chef d'État en exercice faire cela, hors caméra. Obama a tweeté, voilà à quoi ressemble le leadership. Pas du spectacle, pas des discours, juste de l'amour. Traoré n'a jamais commenté la vidéo. Quand on lui a demandé pourquoi il n'avait pas médiatisé la visite, il a simplement dit « Cet enfant n'avait pas besoin d'un président. Il avait besoin d'un père. » La foule, qu'il avait d'abord regardé avec curiosité, le regardait maintenant avec des larmes aux yeux. Le monde avait déjà été ému, mais le coup final est venu pendant la dernière session du sommet. Un représentant de l'ONU a reçu une nouvelle de dernière minute et s'est précipité sur scène, interrompant le programme. Il y a eu un tremblement de terre, a-t-il dit, dans l'est du Burkina Faso. Plusieurs écoles et cliniques se sont effondrées. Des centaines de personnes sont craintes ensevelies. Des soupirs. Silence. Les caméras se sont tournées vers Traoré. Il s'est levé. « Je dois y aller », a-t-il dit fermement. Le modérateur a demandé « Mais président Traoré, vous êtes prévu pour clôturer le sommet ?» Il a regardé la mer de dirigeants mondiaux et a dit « Mon sommet est là où mon peuple est enseveli sous la poussière. » Il s'est retourné et est sorti, sans sortie grandiose, sans hésitation. Obama s'est levé et a commencé à applaudir. Un par un, chaque personne dans la salle l'a rejoint. Ce n'étaient pas des applaudissements, c'était du respect. Plus tard cette nuit-là, des images satellites ont montré Traoré sur place, sans costume, sans médaille, déblayant les décombres avec ses mains nues aux côtés des villageois locaux. CNN l'a appelé l'acte de leadership le plus désintéressé de l'histoire moderne. Un présentateur de nouvelles au Ghana a simplement dit « Cet homme n'a pas seulement parlé au monde, il nous a montré ce que signifie être humain. » Alors que les efforts de sauvetage se déroulaient après le tremblement de terre, les médias internationaux ont capturé un moment qui a saisi le monde. Un garçon pas plus âgé que 6 ans a été sorti des décombres après 18 heures, couvert de poussière, ses petits bras agrippés à la première figure qu'il a vue. C'était Traoré. Il n'a pas bronché,
Il n'a pas regardé les caméras, il a simplement chuchoté « Tu es en sécurité maintenant ». Le garçon a demandé « Es-tu mon père ?» Traoré s'est figé, ses yeux se sont emplis de larmes. Il a hoché la tête lentement et a répondu « Aujourd'hui, je le suis ». Ce clip a brisé Internet, non pas parce qu'il était mis en scène, mais parce qu'il était réel. Cette nuit-là, dans un studio silencieux à Londres, un présentateur de la BBC a pleuré en direct. À Lagos, des écoliers ont dessiné des images de Traoré tenant l'enfant avec des crayons. Dessous la Sao Paulo, les gens ne parlaient pas d'armes, de politique ou de commerce. Ils parlaient d'amour, d'humanité et d'un homme qui dirigeait non pas avec orgueil, mais avec compassion. Obama a regardé les images depuis chez lui, sa voix s'est brisée alors qu'il disait à un journaliste « Maintenant, je comprends pourquoi il a dit ce qu'il a dit ». Ce garçon n'a pas seulement été sauvé des décombres, il a été sauvé d'un monde qui avait oublié comment ressentir. Le sommet était officiellement terminé, mais un autre orateur a été invité, non prévu, inattendu. Obama s'est levé. Ce n'était pas au programme, a-t-il commencé, mais après ce que nous avons vu, je pense que nous devons tous dire quelque chose. Il s'est tourné vers Traoré et a continué. Quand vous avez parlé pour la première fois, vous nous avez dit que le pouvoir n'est pas la capacité de parler au-dessus des gens, c'est le courage de s'agenouiller à leur côté. Vous avez dit que le travail d'un président n'est pas d'être applaudi, mais d'être pleuré. Et puis vous avez dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Nous ne sommes pas des dirigeants parce que nous sommes intelligents, nous sommes des dirigeants parce que quelqu'un a cru que nous ne partirions pas quand les choses deviendraient laides. À la fin de la citation, les yeux d'Obama étaient rouges. La salle était immobile, pas d'applaudissements, pas de bruit, juste des cœurs battant dans chaque poitrine. Obama est descendu de la scène et a embrassé Traoré. Et puis, un par un, silencieusement, tous les dirigeants mondiaux du sommet l'ont suivi, faisant la queue pour l'embrasser. Un moment qui ne serait jamais oublié. L'homme du Burkina Faso avait fait ce que personne n'attendait. Il avait uni le monde sans jamais élever la voix. De retour au Burkina Faso, il n'y avait pas de tapis rouge, pas de feu d'artifice, juste des villageois attendant avec des bougies, se tenant par la main, chantant doucement dans la nuit. Quand Traoré est revenu, il n'a pas parlé. Il a simplement marché à travers la foule, embrassant les mères, bénissant les enfants et posant son front contre celui des anciens en silence. Puis, avec le plus petit microphone, il a dit « Je ne suis pas allé au sommet pour parler. Je suis allé pour rappeler au monde que les gens qui sont oubliés ressentent encore, saignent encore, rêvent encore. » Il a fait une pause, puis a ajouté « Si j'ai fait quelque chose qui mérite d'être retenu, que ce soit ceci. Je n'ai jamais quitté mon peuple quand ils avaient le plus besoin de moi. » Cette nuit-là, pour la première fois de l'histoire, un sommet mondial a été rediffusé avec des sous-titres en 63 langues. Les gens ont pleuré dans les bus, dans les bureaux, dans les écoles. Une jeune fille en Suède a posté « Je veux être comme lui, pas célèbre, juste réel. » Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous quelle partie vous a le plus ému. Aimez cette vidéo si vous croyez que la compassion est la plus haute forme de pouvoir et abonnez-vous maintenant, car nous avons plus d'histoires vraies et puissantes que le monde doit entendre. Faisons en sorte que le monde ressente à nouveau, rendons-le humain à nouveau, ensemble.